Bonjour, merci d'être là. Donc vous allez pouvoir poser des questions. Peut-être que je vais commencer moi avec la première question. Ce sera plus simple et puis ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu aux vôtres. En fait, ma première question est relativement simple. Je crois savoir que c'est l'avocate de Snowden qui est venue vous voir, qui vous a contacté pour adapter son livre et pour faire ce film. Et je crois aussi savoir que le film n'a pas été facile à produire. Est-ce que vous avez eu des pressions? Et voilà, j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu comment ce projet est né et comment il a vu le jour. Je crois que l'histoire est trop longue pour raconter. Ça a pris beaucoup d'obstacles. Mais je vais parler en anglais parce que je parle plus vite. Et comme ça qu'on... Entendu. Voilà. Anatoly Kucherina wrote the book Time of the Octopus, which is a fiction version of Ed Snowden's life, fiction. We optioned it. He asked me to come to Moscow with my producer, Moritz Bormann, and we did so, and we met Snowden for the first time, or I did. Very secretive, everything was hidden, and we ended up making a deal with Anatoly, who wanted the book to be sold as well, but put it this way, Snowden began to trust me, and I began to trust him too, after the second meeting. We went back to Moscow 9 times at the end of the day, 9 times. So we had a lot of research from him, and his cooperation was really important, complete cooperation. I can see why he was worried at the beginning. You don't know what kind of movie is going to take shape. I mean, there was a documentary, which of course was very good, but it's not a film. So you're not being interpretive. So you understand he was concerned. I think we each gained each other's trust and respect as the process went. However, there were many bumps. It took about 3 years total from 2015, 16, and 17 to make this film. One of the biggest obstacles was that there was no money from the U.S. studios at all. I was very upset with that. It hurt. We had support from France, from Paul Rassam and Jérôme Sédou and Pathé Films, as well as Germany, not Constantine, but the company Krautpack, whatever it's called, and Wild Bunch in France. Yeah, you're right. So those 3 entities made this thing possible. Eventually, the U.S. company, distribution company, a small one, Open Road, came into the play, gave us some money, and they had the exclusive distribution rights, which became a problem later, which we can talk about later. But right now, the film was made with very, very the edge of the margin of a budget. We never knew if we were making it. Never knew if we were making it. It was really a race. It was a race against uncertainty, and it's hard to work that way, especially with the technical complications of this kind of movie. You have to understand this computer world, to simulate Snowden's world takes a lot of savvy, and I have to say the Germans did a great job. The technicians, as well as the American technicians we used, did a great job of simulating the tradecraft. And by the way, everything was kind of checked by Mr. Snowden too. He would comment that could be better, that could be better, blah, 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 and it went on and on and on. It was an enormous amount of detail and difficulty. We shot it in Germany, in Munich, and in the coldest winter it was freezing, and we went out to Hawaii and to the U.S. in Washington D.C. and Hawaii, and we ended up in Hong Kong in the actual hotel. We finally got permission to shoot in this hotel. They didn't want anything to do with it at first, but after they saw that we shot at the White House, they said, "Oh, that it must be approved." It was never approved. The U.S. never approved it, and the NSA. Well, that's another story. They
Am I going on too long? No, I think that's enough. That's enough. Donc le livre d'Anatoly Kucherena était un livre de fiction. Nous en avons acheté une option pour le tournage du film. Et ensuite, donc, je suis allé à Moscou avec mon producteur et c'est la première fois qu'on a rencontré Snowden et tout cela sous le sceau du secret. Et nous sommes arrivés à un accord commercial avec Anatoly Kucherena qui lui voulait en plus vendre le livre, en plus des droits du film. Snowden est... qui était un livre de fiction. Snowden, lui et moi, nous avons établi une relation de confiance, non pas à la première, mais à la deuxième réunion. Au total, nous nous sommes réunis 9 fois. Et lors de ces 9 réunions, Snowden nous a prodigué énormément d'informations et il a coopéré de façon totale avec nous, ce qui était extrêmement précieux. Néanmoins, il était préoccupé parce que, évidemment, certes, il existait un documentaire sur le sujet, un bon documentaire d'ailleurs, mais qui n'a pas la qualité qu'a le long métrage de proposer une interprétation des faits. Donc on comprend très bien la préoccupation qui pouvait être celle de Snowden à ce moment-là. Le processus a duré 3 ans. Il y a eu des hauts et des bas entre 2015 et 2017. Les obstacles n'étaient pas rares. L'obstacle principal étant le manque d'argent, étant donné que les studios américains ne voulaient pas nous donner le moindre dollar, ce qui personnellement m'a blessé. J'ai trouvé ça très dur. En revanche, nous avons eu le soutien de pas mal de partenaires en France et en Allemagne. Citons Jérôme Sédou, Wild Bunch par exemple. Et au bout d'un moment, il y a une société de distribution américaine, une petite société qui s'appelle Open Road, qui a bien voulu avoir le droit qui a bien voulu se charger de la distribution du film à titre exclusif. Cette exclusivité a d'ailleurs posé des problèmes par la suite, on y reviendra peut-être. Bref, on a fait le tournage dans des conditions budgétaires extrêmement périlleuse, on ne savait jamais si on allait y arriver, c'était une espèce de lutte contre l'incertitude permanente, sans parler des difficultés techniques auxquelles nous étions confrontés, et ça nécessitait pas mal d'expertise sur le plan technique, et je dois dire que les techniciens allemands et américains qui ont apporté leur soutien technique étaient eux aussi très précieux dans cette aventure. Snowden, lui, nous donnait son avis de manière très détaillée, nous faisait revenir sur notre travail de temps en temps, et on a avancé comme cela. Le tournage s'est fait à Munich l'hiver, il faisait particulièrement froid. Nous avons également tourné à Washington et à Hawaï, et cela ne vous a pas échappé, dans l'hôtel à Hong Kong. Nous avons eu la permission de faire le tournage à Hong Kong une fois que les gens se sont rendus compte qu'on avait pu tourner à Washington. Et donc là, on en était maintenant au point de vue de la NSA. Yes, and I want to add, very nice. Use your mic. I want to add that Moritz was, being German, was very worried about the shooting the film in America with the NSA all over America. Of course, in Germany too. You know, in fact, they had bugged Merkel in Germany, and they have a very strong presence. But he felt that we were safer in Germany, in all ways, and so we were worried about that, and we went offline to make the movie. Everything was done with the encryption. We took precautions there was hardly any scripts around, and every time there was a script, I can't even tell you the procedures. They were complicated. A script would appear online or on your screen, not online, on your screen at a certain time and place, and the actor could read it and so forth. We really went out of our way, and I think kept the film low profile until we went to the White House, and then we were very visible to the U.S. press. Moritz, lui, était préoccupé par le tournage aux États-Unis, étant donné la présence, l'omniprésence de la NSA. La NSA n'est pas absente en Allemagne non plus. Néanmoins, Moritz sentait qu'on serait un peu plus en sécurité. On pourrait travailler dans un confort relatif en Allemagne par rapport aux États-Unis. Quant au tournage lui-même, nous avons travaillé avec énormément de précautions.
Je pourrais vous parler très longtemps des précautions que nous avons prises, des procédures que nous avons adoptées pour assurer la confidentialité de ce tournage. Les documents écrits étaient très très rares. Le scénario, il n'y avait pas de documents qui traînaient. Tout était affiché à l'écran pour que les comédiens puissent faire leurs répliques. Bref, on a tourné dans un mode profil bas absolument extrême jusqu'à ce qu'on arrive à la Maison-Blanche, évidemment, où la presse américaine était, elle, omniprésente. J'ai une deuxième question, ensuite je vous proposerai d'en poser une, mais qui concerne la mise en scène plutôt. Je trouve qu'il y a un aspect qui est fascinant dans le film, et c'est un paradoxe, qui est celui de l'image de Snowden, de son rapport à sa propre image. Ce que vous montrez très clairement, c'est que Edward Snowden n'aime pas être filmé, il n'aime pas les caméras. Plusieurs fois dans le film, vous montrez qu'il a un problème avec son image, et néanmoins, vous faites un film sur lui. D'ailleurs, la fin est très révélatrice, puisque enfin, à l'issue du film, il se révèle par la caméra et devant vos caméras. Voilà, je voulais savoir ce que vous vous étiez dit avec lui sur ce paradoxe. Well, he, as you can see from the film, he was very shy. This is very shy, and this is the way he was. He doesn't want to bring attention to himself, and when he did release the documents, he made this point again and again. But the way the world works now, the culture of celebrity is, of course, all the focus would go to who this guy is. It wasn't about the message. In fact, as far as I think, the American people have not really absorbed the message. Still, 4 years later, I mean, Congress again renewed the parts of the Patriot Act that allow for this eavesdropping, Section 207, right? It was 207. And that was renewed recently. So it's really one can despair, and as he says at the end, my biggest fear, he says, is that nothing is going to change. And that seems to be the case, especially with Mr. Trump in office. So this is now, it's been going on since basically 2004, late 2003. I think it's very interesting to point out, if you don't mind a little digression, is that the New York Times had the story in 2004, a month before the election re-election of George Bush. If they had broken that story, mass eavesdropping illegal across the United States, it would have shocked the public back in 2004, and I don't think Bush would have been re-elected. I really don't. I think Kerry would have been elected. So it was an important decision. The newspaper did not run the story. They killed it for 11 months. It was not published until a year later in 2005. It was by James Risen and Eric Lichtblau. Risen has had enormous legal problems, but it's, the American press and movie critics have been congratulating themselves on the Pentagon Papers and how great a job the journalism can do. And they ignored the fact that in the crises of this Iraq war crisis, this is a huge story, the newspapers were totally craven and did not do their job, and we paid for it by electing Bush a second time, and the war continued. It's been a disaster. So everything that was praised in this Washington Post movie, and the Washington Post is a major factor in all this because they have always supported the government. They're the spokesman for the government, as well as during the Vietnam War. Let's not forget they supported the Vietnam War for six years before they started to go against it. So it's like let's not have Snow White stories here. Okay. Comme vous pouvez le voir dans le film, Snowden est un personnage très timide. Il est comme ça, c'est sa nature. Lorsqu'il a révélé tous ces documents, du reste, il ne s'en est pas caché. Il a dit « je suis quelqu'un qui n'aime pas la lumière », mais aujourd'hui, étant donné la façon dont fonctionne le système, c'est la célébrité et la personnalité des individus qui nous intéressent plus que tout, à telle enseigne d'ailleurs que la population américaine n'a pas encore pleinement digéré ou compris l'intérêt, la valeur des informations que Snowden a révélées. On s'intéresse plus à sa personnalité
à ses dépens d'ailleurs, qu'au véritable contenu de son action. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, le Congrès a renouvelé une partie du Patriot Act avec la mesure 207, et on en est peut-être dans une situation que Snowden lui-même craignait. C'est-à-dire que Snowden dit qu'il craignait que rien ne change. Peut-être qu'on en est encore là, ça semble être le cas, avec d'autant plus avec qui vous savez dans la Maison-Blanche. Donc ça dure depuis fin 2003, début 2004. Si vous me permettez une digression maintenant, le New York Times, qui est un quotidien américain pour ceux qui ne le savent pas, parmi le jeune public, avait toutes ces informations dès 2004. Cependant, donc là on est juste avant la réélection, la deuxième campagne présidentielle où George Bush devait être réélu. Les New York Times disposaient de cette information, et si, à mon avis, le New York Times divulguait tout cela, Bush n'aurait pas été réélu. Cependant, le New York Times a étouffé cela pendant 11 mois, jusqu'en 2005, où 2 journalistes, dont James Risen, ont publié cela. James Risen, d'ailleurs, a rencontré un certain nombre de problèmes juridiques par la suite. Alors, on fait beaucoup de gorges chaudes à propos des Pentagon Papers et tout ça, sur la guerre en Irak et ainsi de suite, le rôle du journalisme. Le prix qu'on a payé, c'est la réélection de George Bush, qui fort malheureusement a été réélu, cet homme-là, George W. Bush. On parle beaucoup du Washington Post, qui joue un rôle éminemment important aux États-Unis, et ce depuis des décennies, mais ne pas oublier que le Washington Post était en fait le porte-parole du gouvernement américain, notamment par le soutien qu'il apportait à la guerre du Vietnam, et ce pendant 6 ans. Donc on n'est pas du tout dans une histoire de bisounours. Vous voulez ajouter quelque chose ou je passe la parole au public? I think that Snowden accepted that he had to have a public role and he learned how to speak. He got better. He was on television, and he made his case repeatedly, and I think well. He was honest. He said, "This is up to you, the reporters. You must take this information and do with it what you will. I am not going to tell you how to use it." But they really have used only pieces of it. And it's been a strange story, and it's going to be a little bit more of a discussion. I don't want to go into that right now, but it's going on. In other words, most of what he's revealed has not been revealed. And Snowden has always taken great pains to say we don't want to have any names. He doesn't want to hurt any people, including government employees. Now, this is a big issue, and you know he differs from Julian Assange in that regard. You could argue that Julian is irresponsible, but there's a lot of evidence to the contrary that Julian has been very responsible. So that's an argument, but there is a difference between Julian and Ed. But for me, they're both working for the right causes, and they're both are working very powerfully. Julian, as you know, has gotten a lot of hot water for the American elections because the outcome displeased a lot of people, and they went after Julian even harder after that with these Russian allegations, which is another story. Now, okay, I think I got a little bit, so I'm saying that Mr. Snowden had to become a public player. He did not want to be, but he had to make this thing understandable. Glenn Greenwald has done a great job of representing him on television, and the documentary helped him. I hope this film helped him, and he came out a bit. But I don't think most American people in France and in Germany and Italy, he's well respected in the polls. But in the United States, I think because of inherent lack of education, I think a vast majority of the people really look at Snowden negatively in the sense that I don't know what he did, I don't quite understand it, but he gave away secrets, and you don't do that. That's the way people sometimes think about these things. You just gave away secrets. They don't know what the hell it's about. But I feel that there's an ignorance about this still. And the movie, by the way, didn't do as well as I'd hoped. I really thought it was a movie that might work for the American public, but it just did not take off. Possibly that was the role of
the distributor. They didn't have the money to market it that well, and the timing was, we wanted to come out at the Cannes Festival. That was the right choice. The French understood the movie. The Germans got it. Cannes should have been our exhibition point in May, and no, they wanted to wait till October, which was a mistake. The Open Road people had the final choice. Snowden voulait bien jouer un rôle public, donc il a appris à s'exprimer, à bien parler à la télévision et ainsi de suite, et il a répété les choses, toujours le même message, avec une grande cohérence et de manière très honnête. Il disait à la presse, vous les journalistes, emparez-vous de ces informations, relayez-les. En revanche, cela n'a été fait que de manière parcellaire. On pourrait parler de ça un petit peu par la suite dans le débat, si vous voulez, mais cette histoire-là, vous l'avez compris, n'est pas finie. Toutes les informations n'ont pas été relayées. Snowden fait beaucoup d'efforts pour ne pas donner de nom de qui que ce soit, pour ne blesser personne et ne causer de tort à personne, notamment des employés du gouvernement. Alors, on peut faire un parallèle entre lui et Julian Assange. Julian Assange, que certains taxent d'être irresponsable, mais à bien des égards, il ne l'est pas. Julian et Ed, en tout cas, ont un point commun, c'est qu'ils défendent la même cause, qui est tout à fait louable, à mon avis. Julian, lui, a joué un rôle dans le cadre des élections américaines dont l'issue malheureuse a été telle qu'on l'a critiqué pour cela, en quelque sorte. Je vous parle des allégations d'interventionnisme russe, là, hein, en l'occurrence. On pourra peut-être en reparler aussi. Bref, M. Snowden, quant à lui, a dû devenir un personnage public alors qu'il ne le souhaitait pas, ce n'était pas du tout son objectif, au contraire, mais il devait s'exprimer en public pour que son action soit compréhensible pour le public. Il a été aidé en cela par un certain nombre de personnes et de son avocat. Non, non. C'est le journaliste du Glenn Greenwald, journaliste. Le documentaire dont je vous ai parlé a également joué un rôle. J'espère que mon film aussi. En France, en Italie et en Allemagne, le public a beaucoup de respect pour Edward Snowden, mais aux États-Unis, étant donné le manque d'éducation inhérent à la société américaine à bien des égards, les gens n'ont pas compris le message, ne connaissaient pas du tout, n'ont pas compris l'importance de tout cela. Dans l'opinion publique, on s'est dit « mais tout ça c'est bien gentil, d'accord c'est un lanceur d'alerte, mais il a révélé des secrets, et les secrets c'est fait pour rester secret et pas pour être révélé ». C'est un petit peu ça le point de vue schématique de l'opinion publique américaine. Donc on est encore dans une situation d'ignorance aux États-Unis, alors qu'on ne sait même pas, pour la plupart des gens, quel est le véritable contenu de l'information révélée par Snowden. Le film n'a pas été à la hauteur de mes attentes aux États-Unis. Le distributeur dont je vous ai parlé manquait peut-être d'argent pour que le film ait plus de renommée. Il aurait été bon qu'on se serve de Cannes, du Festival de Cannes, comme vitrine pour cela. Les Français et les Allemands auraient bien apprécié, ce qui a été le cas d'ailleurs. Malheureusement, avec la sortie en octobre, les choses n'ont pas été à la hauteur des attentes, et c'est en fait le peuple, la population qui a choisi et qui a montré l'intérêt ou le manque d'intérêt pour ce film. Alors je vais passer la parole au public. Qui a des questions? Il y a un micro qui va circuler. Monsieur, là-bas, vous avez levé la main en premier, en haut à gauche. Passez le micro, monsieur. Attendez d'avoir le micro, évidemment, pour poser la question. Là, en haut à gauche. Non? Oui, merci beaucoup pour la projection d'hier soir de Wall Street qui parle des finances et aujourd'hui du film Snowden qui parle d'actualité directe. Et bravo, bien évidemment, pour les 50 ans d'auscultation que vous nous avez donné avec JFK, avec Nixon ou avec les films sur le Vietnam. Comme Platoon ou Né un 4 juillet que j'ai vu. J'avais jamais vu Snowden. Je connaissais très peu l'histoire parce que, comme beaucoup de gens, je suis un peu inculte en informatique et en histoire de NSA. Et pourtant, c'est vrai que Snowden est un héros puisqu'il a basculé de l'utilisation, en fait, de faire de l'argent. Il a écouté, he was listening what Charlie Sheen at the end, à la fin de Wall Street, Martin Sheen say to... oui, alors la question elle est drôle, it's a joke. My question is a joke, it's about Rubik's Cube. Est-ce que c'est historique la scène
où M. Edward Snowden arrive à feinter les services de sécurité en mettant la puce dans le Rubik's Cube. J'ai trouvé ça génial. It's a scenaristic, very good. Very... No, it was. I'll tell you the real, and I said this publicly already. He explained the security was not what it is in this film. We made it tenser. Actually, it was kind of sloppy, and also I want to add that he was taking the copying for a longer period of time. I mean, we had other scenes where we show him copying. We had 3 scenes of him copying. We cut 2 of them because the film was getting long, and I think the point is made. But I just want to, it did not happen in a framework of a few hours. The copying probably happened over a period of time, and it was done actually at the second job he had in Hawaii at an office building. He left the tunnel, was where he was in the first one. So at his own suggestion, he said, why don't you use a Rubik's Cube, because that would be a very intelligent way. It was his suggestion. But no, that is, frankly, license to make it enhancement of reality. The fact is that he did take it out, and he did get it out to the public. And that was a very tight race, because the journalists did not show up right away. They were wary of what they've been. Journalists are always approached with whistleblowers who tell some strange stories, so they did not necessarily believe him right away. You understand? So actually, what he did is he sent a lot of the documentation ahead of time, and to Laura and Glenn, and they had it on the plane. They read it on the plane, so they already started to believe him, but there was doubt. So he lost about 2 weeks, no journalists. He's nervous at that time because when is the NSA going to wake up and realize he's missing? It also turns out that the NSA was pretty sloppy, very sloppy. And we had a scene, we cut it. They actually went to the house finally, to the girlfriend. It was stayed in Hawaii, as she said. And she talked to the NSA officers there. But they were not really that smart. Snowden was kind of surprised. He left traces of his digital presence in those files, and they didn't pick up on it. So those things, of course, are quite interesting, but they're not, it does make the film much more complex and longer. Donc en fait la sécurité n'était pas du tout telle que vous la voyez dans le film. En fait la sécurité n'était pas aussi rigoureuse. En fait elle n'était pas rigoureuse du tout dans bien des cas. Et en tout état de cause, le travail de copie des informations ne s'est pas fait en quelques heures. Ça a duré quand même beaucoup plus longtemps. Nous avons tourné 3 scènes où on le voit en train de copier des informations, mais au montage on en a coupé 2 parce que ça aurait considérablement rallongé le film. Donc le cadre temporel du travail de copie des informations n'est pas reflété dans le film comme il l'était dans la réalité. Ce travail de Snowden s'est fait lors de son 2e emploi à Hawaï. S'agissant du Rubik's Cube, pour répondre à votre question, c'était son idée, cet emploi du Rubik's Cube. Alors évidemment, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Là, j'ai utilisé ma licence artistique, donc une certaine interprétation de la chose. Et en fait, il faut voir qu'il y avait une espèce de course contre la montre quand Snowden a voulu divulguer les informations. La presse n'est pas venue immédiatement. C'est un peu comme l'histoire de crier au loup, vous savez, parce que la presse est habituée aux lanceurs d'alerte qui viennent en disant « j'ai des informations formidables, exclusives ». Voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont voir des journalistes disant cela, donc les journalistes sont un petit peu blasés et n'y prêtent pas toujours attention. Toujours est-il qu'il a envoyé les documents. Laura et Glenn ont eu la possibilité d'avoir ces documents lorsqu'ils étaient dans l'avion. Ils y ont cru, mais il y avait tout de même un petit doute. Donc pendant 15 jours, la presse n'était pas
présente, ce qui n'était pas sans inquiéter Snowden, parce qu'il se rendait bien compte que la NSA allait comprendre qu'il n'était pas à sa place et qu'il y avait quelque chose de louche. Mais du côté de la NSA, là non plus, il n'y avait pas une très grande rigueur de suivi de ce qui se passait, il faut bien le dire. On a une scène que nous avons coupée au montage qui illustre cela. Il y a la scène où, entre la petite amie et les officiers de la NSA, qui ne sont pas les gens les plus malins du monde, d'ailleurs, on s'en aperçoit, et Snowden s'en est aperçu. Snowden avait laissé des traces de sa présence numérique dans les fichiers, mais ça a échappé aux gens de la NSA. On aurait pu dépeindre tout ça dans des détails techniques dans le film, mais ça aurait ajouté une complexité et une longueur que j'ai jugé peu souhaitable. Deux choses d'autres. C'est sa vraie maison à Hawaï. Non, exact. C'est à côté de sa vraie maison. C'est ce style sur un golf course. Et une chose qu'on a sortie dans le film que les gens ne savaient pas, qu'il avait des attaques d'épilepsie. Et c'est arrivé dans in this time frame. It happened in this time frame. And I think the first epilepsy attack takes place in Washington and becomes the linchpin for him to go to Hawaii. And that's the way it happened. The stress, I think the stress brings out the epilepsy. He had never had an attack up until that one, according to what he said. Never had one, although his mother had it. So that we brought out in the film. Donc, épileptique, Snowden, sa première crise d'épilepsie, il la connaît à Washington, et du reste, ça a été le déclencheur pour son départ à Hawaï. Les crises d'épilepsie sont parfois provoquées par le stress, mais avant cela, il ne connaissait pas un tel stress. C'est pour ça qu'il est parti à Hawaï à la suite de cette crise d'épilepsie. Alors, je crois qu'on a une question là-bas à gauche, mademoiselle. Monsieur, je ne sais pas, qui a le micro? Allez-y. On m'entend? Parfait. Je vous entends bien. Bonsoir Monsieur Stone. Déjà, c'était un super film, donc merci beaucoup. On a pu apprendre beaucoup de choses sur la manipulation médiatique, ou du moins la manipulation du gouvernement. Donc en tout cas, merci. Et en fait, j'aimerais savoir, lorsque vous avez écrit le scénario, avec la collaboration de... Kieran Fitzgerald. Comment il s'appelait déjà, monsieur? Kieran Fitzgerald. Ok. Lorsque vous avez donc collaboré avec lui, vous avez donc écrit sa vie privée. Mais est-ce que c'était véritablement sa vie privée que vous avez écrit, ou bien vous avez pris quelques libertés artistiques? This is something that's very sensitive for him, and we took, you know, obviously, and we talked to Lindsay, and I can honestly say we probably went a little bit further and enhanced the power of Shailene's character to make her more present. She literally, Lindsay was kept out of the loop by Snowden. He was very protective of her safety and very worried for her. So she probably knew less. The character we have is sensitive and picks up on signals, but she doesn't have any essential information. And she volunteered to stay, as it's depicted in the film. And of course, you know, she went back and joined him in Moscow. She's there. So, you know, Lindsay grew a lot during this period, but her life was much more complex. She had a huge social media presence. She traveled to other countries. She knew other people. So Ed was a very circumscribed, narrow existence, and I would imagine jealous to a certain degree. So those questions, you know, will ultimately come out maybe in many years to come. But we followed the outlines of the story. I also want to add one little footnote on the NSA's procedures. After Snowden, they tightened up considerably. And there has been very little whistleblowing in the last couple of years, very little. And one worries about that because that's our best hope.
C'est un sujet très sensible, hein, celui de l'intimité, de la vie privée. Alors, Lindsay a été en fait protégée par Snowden, et dans le film, elle a un profil un petit peu plus haut que celui qu'elle avait en réalité. Elle n'avait pas en sa possession des informations essentielles. Comme vous le savez, elle l'a rejoint à Moscou, elle y est d'ailleurs maintenant avec lui. Au cours de ce récit, elle a beaucoup évolué. Sa vie était une vie très riche sur les réseaux sociaux. Elle connaissait beaucoup de gens à l'étranger. Et il y avait, c'est quand même pas une vie particulièrement agréable à mener. Peut-être qu'on saura plus de choses sur les tenants et les aboutissants de tout cela dans quelques années ou dans de nombreuses années. Mais s'agissant des procédures de la NSA, je voudrais vous dire quelque chose dans l'époque post-Snowden. La NSA a beaucoup resserré ses procédures de travail, ses activités, et depuis lors, il y a peu d'alertes qui sont lancées, peu d'informations qui sont divulguées, et à mon avis, ça constitue quand même une source d'une grande préoccupation, parce que ces lanceurs d'alerte jouent un rôle salutaire pour nous tous. On a une question ici au 4e rang, mademoiselle, qui avait levé la main en tout premier. Allez-y. Excusez-moi. Tout d'abord, merci de nous recevoir et ça a été un très bon film. J'aimerais juste savoir quelle a été la scène la plus complexe ou la plus compliquée, entre parenthèses, à réaliser dans votre film. Voilà. Merci. I would say, just to create the tunnel and the infrastructure, we had so much going on there. If you remember, there's a zero-day exploit going. If you remember when Snowden, we combined events, there was a major failure of the U.S. Let's talk about cyber warfare. U.S. with cyber warfare is all over the world. They do major hacks in China, wherever they can. And they went to Iran, as we know, in 2000. They tried in 07, 08, 09. They finally got in 2010 at the computer. They got into the computers at the Natanz base, and they blew up the computers. They put back the program and so forth. They've been fighting at war with Iran, Russia, China. It's really warfare the way. We're very good at it. We spend a fucking fortune, and it takes a lot of money to do this. One of the problems with the Russia story that I always had was that Russia doesn't spend that much money on military defense or on cyber warfare because they don't have that much. So they're very, very economical. If you're going to set out to affect an election, you better be ready to spend billions of dollars, and they don't have that. So I find it to be ludicrous. But that's an aside. That was probably to create the tunnel out of all those elements and super advanced cyber warfare operations, defense and TOC and ROC, whatever the fuck it's called, offense, defense, creating the language, the boards, you saw that. So in Syria, the United States got fucked up again. We went in and we tried to blow out we tried to capture the internet in Syria, and it blew up in our face, and the whole country froze up. And we were caught with our pants down, like we were caught in Iran eventually. Same thing in Syria. It goes on a lot, and you should be very concerned about it because, other countries complain. And you know what we did in Brazil? We tapped everything, and we tapped Petrobras. And I always make that link in my head when I had that scene with Dilma Rousseff. She was impeached by the right wing in Brazil. And I'm sure there was some information from Petrobras that we gave the right-wing parties because we want to get rid of people like Rousseff and Lula. So we're trying to get those people out of power in Venezuela and Ecuador and so forth. You have to consider all those implications. The United States is doing a lot more on cyber than anyone knows. It scares the shit out of me if you think about it. We don't talk about it, but we spend a hell of a lot of money. And Trump loves it. By the way, North Korea, yeah, we're blowing up things all the time. Every time, the North Koreans are used to it. They shoot a missile off, it blows up because we're there. You say thank God, but it accelerates their programming, and it works. It has a counter effect in the sense that all our threats and our aggression towards North Korea creates
more of an enemy who's smarter, sharper than ever before. Let sleeping dogs lie, to quote an old British Prime Minister, right? Robert Walpole. Can you follow all that? Sure. Le plus dur, en réalité, ce n'est pas tellement le tournage d'une scène, c'est la création du tunnel et de toute cette infrastructure avec la combinaison des événements. Ça, c'était particulièrement difficile à créer. Il faut savoir que les États-Unis mènent une cyberguerre à l'échelle mondiale. C'est vrai en Chine, c'est particulièrement vrai en Iran, 2007, 2008, 2009, voire en 2010, une base militaire attaquée par les Américains. Et évidemment, c'est vrai en Russie. Alors, cette cyberguerre menée par les Américains coûte une putain de fortune invraisemblable. Ouais, la Chine aussi. Mais la Russie, il faut savoir, ne dépense pas autant d'argent en dépenses militaires ou en cyberguerre. Pourquoi ? Parce que la Russie n'a pas autant de moyens que les États-Unis. Par conséquent, la Russie est assez peu dispendieuse dans ce domaine. Donc, on dit des choses sur la Russie qui ne tiennent pas du tout la route. C'est une digression. Bref, je reviens à votre question. La création du tunnel, de l'infrastructure, toute cette cyberguerre, toutes les mesures de défense et des contre-mesures de défense aussi, c'est très complexe. Il se passe énormément de choses aux États-Unis. Les États-Unis font des mesures partout dans le monde sans qu'on le sache. En Syrie, on s'est à nouveau planté. On a essayé d'attaquer l'Internet. Ça nous est revenu dans la figure tel un boomerang. Un petit peu le même scénario qu'en Iran, métaphoriquement parlant. Tout cela devrait vous préoccuper, vous tous, en réalité. Au Brésil, les États-Unis ont fait et font encore des écoutes téléphoniques chez Petrobras. Il y a eu des manifestations de cela dans le monde politique avec Irma Youssef et Lula. Irma Youssef qui a donc été destituée avec des informations qui ont circulé entre l'extrême droite brésilienne et Petrobras. Également, grosse intervention dans le domaine cyber des États-Unis au Venezuela, en Équateur. Les États-Unis agissent bien plus qu'on ne l'imagine dans ce domaine-là. Et je peux vous dire, ça fout les jetons. Et on n'en sait pas le tiers du quart de ce qui se passe. Trump, lui, il adore ça. Là, quelqu'un a parlé de la Corée du Nord, et Obama aussi. Et la Corée du Nord est habituée à cela. Alors, quand un missile nord-coréen n'arrive pas à atteindre son objectif ou explose en vol, bien, c'est pas forcément dû à un échec technologique, c'est parce qu'il y a une intervention quelque part là-dedans. On peut se dire, ouf, très bien, les Américains interviennent, mais qu'est-ce que ça fait ? Ça accélère la détermination des Nord-Coréens. Et ça ne fait qu'accroître le problème potentiel. Ce sont des gens astucieux qui sont très déterminés. En tout cas, la situation est particulièrement alarmante. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Une dernière question, monsieur qui, je suis désolé, depuis tout à l'heure attend. D'abord, bonjour. Je voulais remercier Oliver Stone pour ce film qui est excellent et qui me touche particulièrement sur un sujet. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je voulais mentionner le titre du documentaire qui n'a pas été cité, qui est Citizen 4, qui est très bien aussi. Je voulais vous poser la question par rapport à ce film et donc ce sujet. À quel point est-ce que ça vous a touché ? Parce que vous avez dû réaliser ce film parce que vous pensez qu'il pouvait y avoir ça pouvait donner un bon film, mais est-ce que aussi est-ce que c'est la révélation qui vous a marqué ? Est-ce que vous étiez déjà intéressé par le sujet ? Et puis en prolongeant là-dessus, les acteurs qui ont participé au film, toutes les personnes qui ont participé au film, à quel point étaient-ils touchés par le sujet justement de la surveillance, etc. Donc, Joseph Gordon-Levitt was especially touched and moved by Snowden. I took him to Moscow one time, and once he met him, he was a god. You realize that the same generation. So there was almost a hero worship. At times, I'd say, you got to let go of that because we've got to make a human being here. But Ed Snowden is, from my observations, very much a Boy Scout. The way he's presented, he's straight. He's very much that way.
square, you'd say in the old days, you know. So I noticed a lot of critics would criticize me, but he does come from some other place, you know. He has that mentality, and very honest. And when you're honest like that, when you find out the truth about something, it's very hard for him to accept that the United States was doing these things, which is why he did what he did. And I think that's a wonderful honesty, and it's very American, that style, old-fashioned style. I was personally affected, 3 years of my fucking life. And, you know, it's heartbreaking that the film didn't do bigger, because really it should have. And it's a lot of work and a lot of sacrifice for us. What Snowden is saying is very close to my heart, but I'm also very depressed by the American continuation of surveillance, money, control of the world, and I think it's defeating us and tearing our empire down, so-called. Our empire, I mean, it's beyond an empire at this point. Something is going to happen, and I fear bad things. I don't think people will put up with it. As Snowden said in the film, they will revolt. There will be some kind of... Here in France, I had a meeting the other day with two very bright executives who started a new company in France, and I think it's a great idea. It's called Quant. You know it? And it's a server that's essentially respects the rights of privacy under the Human Rights Declaration of 1948, that we all have a right to privacy, that it does not belong to a government. And in France, especially, and in Europe, the heart of Europe, they respect that. So, and Quant takes advertising, but it doesn't take any personal data for its database, which is amazing. And yet they are fighting Google. Google's coming to France, and I think everyone's going to have a choice. I'd say vote Quant. Don't give your information to Google, because Google is going to fucking rip it off and use it. And you may regret it one day when everything happens and you will be surrounded with artificial intelligence, and your life will not be your own. It'll be so controlled that you'll want to commit suicide. I'm not going to speak for you personally, but I worry about the future, a Google future. I worry about Amazon future. We need to have more competition, and Quant is a wonderful idea. Long live the French. That was the question. Yeah, sure was. Gordon Levitt, lui, a été très très touché par le personnage. Il a rencontré Snowden à Moscou, et là il a rencontré son dieu, en fait, son héros. Ils sont de la même génération. Et moi, en fait, j'ai dû lui dire, Gordon Levitt, il faut que tu te prennes un peu plus de distance, parce que c'est quand même un être humain avant tout, Snowden, et c'est cet être humain qu'il faudra incarner quand tu joueras ce rôle. Snowden, c'est un personnage assez atypique, qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement fantaisiste, quelqu'un qui est sérieux, rigoureux, si vous voulez. En tout cas, il est très honnête. Quelqu'un qui, lorsqu'il découvre une vérité, n'accepte pas que son pays, les États-Unis, agissent de la sorte. Et c'est pourquoi, lui, a mené cette action dans un style que l'on peut trouver peut-être suranné, mais qui est ô combien louable. Est-ce que moi, j'ai été touché personnellement par cette question? Ben oui, 3 ans de ma vie consacrée à ce projet, et ça m'a brisé le cœur de voir le peu de succès que ce film, ou le peu d'impact que ce film a eu. Ça a nécessité beaucoup de travail, de nombreux sacrifices. En tout cas, le message de Snowden, moi, me va droit au cœur. Donc, les choses continuent aux États-Unis du point de vue de la surveillance, tout l'argent qui est investi, comme je vous l'ai dit, le fait que les États-Unis veulent maîtriser l'ensemble de la planète de manière plus qu'impérialiste. Ça va mal tourner, quelque chose va se passer et ça va être très grave.
dans le film, Snowden dit « les gens vont finir par se révolter ». Ça va peut-être être le cas. En tout cas, petite note d'espoir, en France, l'autre jour, j'ai rencontré des gens, deux responsables qui ont créé un moteur de recherche français dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Qwant, Q-U-A-N-T. Et ces gens-là sont tout à fait pour la protection des données privées, contrairement à Google. Donc Qwant, c'est un système français qui vous permet de faire des recherches sur Internet sans vous déposséder de vos données personnelles, parce que, et ils sont évidemment en concurrence féroce avec Google. S'il y avait une élection entre Google et Qwant, moi je vote Qwant, et je vous invite à faire la même chose. Donc, parce que Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent vos informations, et un beau jour, vous allez le regretter, parce que votre vie va être cernée par l'intelligence artificielle, vous serez dépossédé de votre vie à cause de Google, et au bout du compte, c'est assez suicidaire que d'accepter ce que Google nous impose. Donc moi, je suis assez préoccupé, très préoccupé, quant à l'avenir que nous réservent les gens comme Google ou Amazon. Il nous faut plus de concurrence dans le cyberespace. Vive Qwant, vive la France. On me dit qu'on a le temps pour encore une dernière petite question ici, une dernière. Allez-y, soyez synthétique. Déjà, merci Monsieur Stone de nous avoir proposé ce film. C'est très bien, je l'adore en tout cas. Et je voulais vous demander, parce que Edward Snowden, c'est quelqu'un qui a influencé vachement notre génération, parce qu'il a permis de synthétiser un peu tout ce qui se passe sur l'hypersurveillance. Donc du coup, je voulais savoir ce que lui, il a vu en post-production, après tout ce qu'il en a pensé sur la version finale du film. Est-ce que ça vous a apporté, vous, de savoir son avis? Le point de vue de Snowden en post-production, qu'est-ce qu'il a pensé du film lorsqu'il l'a vu? Il nous a beaucoup aidés. Il a vu le film 2 fois. J'ai emporté en Russie pendant qu'on était dans le montage. Il m'a donné des notes very helpful. I'm speaking, very helpful. And I went back a second time after the film was mixed, and I showed it to him because I wanted to make sure. And as I remember, there was no changes. There were some minor errors, and we lived with it. We didn't make changes on it. He was very happy. He came out and supported the film, not overly, he didn't jump out in front of the media, in front of he was very modest, and he was very helpful, and made it very clear. Il était particulièrement utile. Il a vu le film 2 fois. La deuxième fois, il a fait quelques remarques, mais c'était des choses d'ordre mineur. Et donc, ce sont des petites erreurs que nous avons néanmoins conservées, car ce n'était pas bien grave. Il était tout à fait satisfait du film, après l'avoir vu 2 fois. Je ne peux pas dire qu'il avait un enthousiasme débordant et particulièrement disert dans les médias, mais il était très satisfait du film. Il nous a apporté son soutien et son opinion, et ses conseils ont été extrêmement utiles. Et bien voilà, c'était la conclusion de ce débat. Merci à vous pour vos questions. Merci Edward Stone. Merci.